La seconde revue du mois de janvier 2020 est sur le manga March Comes in Like a Lion de Chika Umino est publié chez Big Kana. Alors c'est une BD qui parle de Rei, un jeune lycéen qui est joueur de shogi professionnel. Il a 17 ans et donc il vit déjà de son activité de joueur de shogi, qui est une sorte donc d'échec japonais. Et donc il vit seul dans un appartement, il s'est déscolarisé pour s'impliquer pleinement dans ce sport. Donc voilà, il est vraiment présenté comme une espèce de petit prodige de ce jeu, comme on a assez peu vu dans l'histoire du Japon. Et donc ce qui est intéressant, c'est déjà de voir et de comprendre au fur et à mesure du récit pourquoi est-ce qu'il est autant impliqué dans le shogi, et pourquoi il a décidé de vivre seul dans cet appartement, pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui est quand même assez maussade et très solitaire. Donc ça pose aussi la question de pourquoi est-ce que quelqu'un va-t-il s'impliquer corps et âme, dépenser énormément de temps de vie, on va dire ça comme ça, dans une activité bien précise, et que ce n'est pas forcément par pure passion ou par prédisposition naturelle envers cette discipline, quoi. Que derrière un talent, il y a aussi beaucoup de circonstances qui font qu'on va s'impliquer effectivement beaucoup dans une activité. Ça me fait penser à Lewis Trondheim, vu que je parlais de Donjon juste avant, qui parlait du fait que si on est auteur de bande dessinée, c'est quand même qu'on a pas mal de névroses en nous, parce qu'il en faut pour se plier le dos sur une planche à dessin 8 heures par jour pendant une bonne partie de sa vie, et que c'est un peu dans une idée de métier de moine copiste, qui a quelque chose quand même d'assez ingrat, et aussi dans le fait de que c'est quand même une pratique de dessin assez particulière, vu que c'est quand même le fait de répéter toujours les mêmes personnages, une case après l'autre, de dessiner centaines de fois, des milliers de fois le même personnage, et que donc, euh, et que donc dans le cas de Rei ici, effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement doué dans le shogi, mais que donc comprendre quelles sont ses motivations à s'impliquer autant dans ce sport, et ne pas prendre juste comme acquis le fait que, bah oui, il est surdoué, et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, déjà ça c'est assez intéressant dans le récit. Donc voilà, dans ce récit, Rei n'est heureusement pas tout seul. On rencontre en tant que lecteur les différentes personnes qui font partie de son entourage, que ce soit des joueurs de shogi ou la famille des trois sœurs orphelines qui l'accueillent en tant que membre officieux de leur propre famille, et qui donc essaient de ressouder ensemble un noyau familial, parce que Rei a lui aussi perdu ses parents et sa sœur dans un tragique accident. Donc voilà, et c'est assez sombre quand même comme histoire, mais ça s'alterne avec beaucoup de moments drôles pour essayer pour un peu dédramatiser et que ce soit pas juste très lourd à lire. Donc c'est vraiment un truc, un manga style slice of life, tranche de vie. On va alterner des moments tristes, des moments drôles, etc. comme pour représenter un peu ce qu'est notre vie à nous tous au quotidien, quoi. Donc c'est un manga en tant que slice of life qui arrive à te plonger dans une espèce d'intimité, toi en tant que lecteur, avec le récit, avec les personnages, notamment via ce dessin très épuré. C'est avec ces grandes cases remplies de blanc, etc., où on a vraiment l'impression d'être constamment baigné dans une espèce de lumière douce, très intimiste. D'ailleurs, l'auteur va même parfois jusqu'à effacer des bouts de cases pour les mettre plus en trait d'union. Et donc c'est vraiment comme si des projections de lumière rentraient comme à travers des rideaux dans la case, ce qui renforce donc d'autant plus cet aspect de lumière qui plonge l'entièreté du récit, et qui donne donc vraiment une ambiance globale de laquelle tu peux vraiment te, te couvrir. Un peu comme dans Bonne Nuit Pune aussi, on est beaucoup dans la tête du héros, et donc l'autrice va appliquer différentes techniques pour permettre au lecteur de rentrer dans la pensée du personnage, tout en gardant quelque chose d'assez dynamique, quoi. Elle va même parfois jusqu'à mettre une narration à deux niveaux, mais toutes les deux à la première personne, donc avec du jeu. Le personnage parle directement, on est directement dans sa pensée, mais ça va être mis en scène de deux manières différentes, pour donner un impact différent au texte selon la mise en scène et le lieu du texte présenté sur la page. Donc ça va s'alterner avec des encadrés noirs,
et puis des pensées de texte directement placées dans la page sans aucune limite avec le reste du dessin. Donc on est vraiment dans ce truc d'image text, il n'y a plus de frontières entre le texte et le dessin. D'ailleurs on peut voir dans l'image que je vais montrer ici que le texte est vraiment placé à un moment, boum, directement sur la tête du personnage, et juste avant il est placé en cascade, tac tac tac, et on est vraiment dans une espèce de fil de pensée à suivre, et la manière dont ce texte va être disposé va montrer la manière dont la pensée arrive au personnage et aussi déjà donner une espèce de nature au texte, selon s'il est impactant, selon s'il est triste. Et donc le texte de pensée, quand il est dans un encadré noir, va donner quelque chose de beaucoup plus extérieur, et donc le fait de retrouver quelque chose qui est plus proche du roman à cet endroit-là, parce qu'il est plus isolé du reste du dessin, va donner quelque chose de plus solennel, de plus marqué, de montrer que vraiment que c'est un moment important, et ce qui est dit est vraiment, donc comme je disais, marqué dans une espèce de marbre du récit, et, et donc va ponctuer un moment important dans l'histoire, quoi. Voilà, avec toujours cette pensée aussi qui est beaucoup interrompue, déjà je suppose donc, dont les phrases sont très découpées. On va avoir un premier bout de phrase qui va se terminer qui va se terminer plus loin dans un autre morceau de bulle de pensée, quelle que soit la mise en scène que l'autrice a décidé de mettre. Et je suppose que c'est fait en partie pour dynamiser la lecture, mais aussi c'est une manière de montrer que le personnage n'arrête pas de réfléchir tout le temps, même pendant qu'une personne lui parle, qu'il est constamment dans son monde intérieur, même quand il est dans des situations très directes et de relations avec des gens, quoi. Et le dessin est très beau aussi, je trouve. Il est très, c'est vraiment un dessin très fonctionnel pour de la bande dessinée, je trouve, avec où l'autrice se permet d'être très épurée quand elle a besoin de l'être, même dans sa mise en page. Et donc on n'est pas dans une espèce de truc de vouloir montrer une prestation de dessin incroyable et de quelque chose de très technique, de très tape à l'œil, où on va faire que chaque cas soit un mini tableau, etc., comme certains auteurs aiment bien faire, ou des dessinateurs de bande dessinée aiment bien faire. Moi j'aime bien le fait qu'une autrice se permette de ne pas être dans quelque chose de dérouler son talent sous les yeux du lecteur constamment au niveau de sa technique de dessin, et de pouvoir se permettre donc de faire parfois des pages où c'est quasiment que du blanc et du noir au fond, avec du texte qui se superpose par-dessus, et que donc c'est vraiment la mise en scène qui prend le dessus sur l'importance du dessin, et donc c'est revenir un peu à qu'est-ce qui est signifiant dans une bande dessinée. Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la mise en scène? La disposition des cases? Ce qu'on décide de montrer ou pas dans une case? Et donc pouvoir se permettre de faire des doubles pages quasiment vides, et quand même une audace graphique qui est chouette et qui est importante de souligner, je pense. Parce que tous les auteurs n'oseraient pas forcément faire quelque chose d'aussi épuré niveau du dessin. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui peut peut-être davantage être permis. Peut-être que le manga est plus permissif à ce niveau-là, du fait que c'est des petites pages, des pages plus petites que de la 5. Et du coup une page vide, entre guillemets vide, mais une page extrêmement épurée dans sa mise en scène, sera peut-être moins choquante que sur un A4 cartonné couleur de 46 pages, où là on a payé 12 € sa BD, et on a envie d'un peu avoir pour son argent, même si on ne devrait pas réfléchir comme ça, quoi. Donc forcément le format manga permet aux auteurs de davantage être dans des audaces graphiques, des audaces de narration, on peut prendre plus son temps, on peut être plus épuré, encore une fois, hein, et plus libre au niveau de sa représentation du dessin et des scènes. Parce que faire une double page entière avec une grosse illustration pour montrer un moment important est quelque chose de très commun dans le manga, quoi. Forcément, on a une grosse pagination et des petites pages. Pour continuer à parler du dessin, il y a beaucoup de petites touches à gauche à droite, de petites audaces comme ça, vraiment rigolotes, genre les encadrés narratifs ou les bulles tout simplement, qui ont beaucoup de formes différentes, de traits différents, qui sont cernés de manière assez différente les unes des autres. Vraiment, l'auteur se permet beaucoup de choses, ou même parfois elle met un motif dans sa bulle. C'est comme quelque chose qui est vraiment pas courant, je pense. Par exemple, à moi c'est écrit Ina était en plein doute, et c'est mis avec, et il y a plein de petits ronds dans la bulle, et ça fait comme des petits points, et ça fait comme des petits points de suspension, qui accentue encore davantage le message que l'on veut faire passer par le texte, quoi. Donc c'est vraiment cool. Aussi des petites annotations un peu méta comme ça sur un personnage qui va mentir, alors il y a une flèche qui va mettre mensonge, ceci est un mensonge,
et se permettre de donner des états émotionnels du personnage en disant il est plein de doutes, une petite flèche pour montrer il est plein de doutes. Donc voilà, c'est quand même une mise en scène qu'on pourrait qualifier d'un peu excentrique, au niveau de la disposition des cases, où l'auteur se permet vraiment de faire comme elle sent qu'elle a envie de le faire. L'autrice, pardon. Mais donc l'autrice arrive à se permettre d'être très dynamique quand elle a envie de faire quelque chose, ou un moment où il y a des personnages beaucoup plus expansifs, et en même temps revenir vers quelque chose de beaucoup plus intimiste quand elle a un besoin, et ça arrête pas de s'alterner constamment dans ce manga, quoi. Et donc en fin de compte, tous ces va-et-vient entre ces deux types de moments sont quand même tous marqués d'une intimité grâce au dessin de l'autrice, et aussi dû au fait qu'on est toujours dans la pensée du personnage, qui est quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui analyse beaucoup ce qui se passe autour de lui, quoi. J'aime beaucoup aussi le design et le personnage Tichio, qui est un... On ressent vraiment bien ce type d'être humain, on va dire ça comme ça. Euh, donc il a un physique avec ses cheveux qui le recouvrent beaucoup, qui étouffent un peu son visage, où on a l'impression qu'il a vraiment chaud. Il a, il a un peu, donc il est un peu grassouillat, il a des joues qui deviennent très vite rouges. Il a constamment les joues marquées de rouge, et donc l'autrice retranscrit ça avec des petits traits très fins des deux côtés de son visage. Je précise ça parce qu'il y a plein de manières différentes de montrer quelqu'un qui rougit dans une bande dessinée avec du noir et blanc, donc uniquement avec du trait, ou du grisé à la limite. Et donc là, le fait de le montrer de cette manière-là, avec des petits traits très fins, c'est une très bonne manière de te faire ressentir cette espèce de chaleur qui émane constamment du personnage, donc avec ses cheveux et son rougissement, quoi. Ça aussi, et plus la sueur, et plus son caractère très expansif, encore une fois, quoi. Voilà, c'est toujours un petit défi de te montrer, de te faire ressentir pleinement un personnage, son caractère, son ressenti physique aussi. C'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile à faire, de faire ressentir quelqu'un qui a chaud, et donc de vraiment ressentir, de vraiment être en empathie avec la chaleur de la personne, ou avec le froid de la personne, la peur, etc. Donc là, elle le fait de manière avec son dessin assez épuré. Elle a réussi elle a réussi à retranscrire avec beaucoup d'habileté les caractéristiques physiques de ce genre de personne. Et donc voilà, c'est toujours comme ça, ce genre de dessin, ça a l'air de rien comme ça, parce qu'elle te balance ça avec quelque chose, encore une fois, qui est pas grandiloquent dans son dessin. Et donc justement, comment elle a réussi à distiller ce qu'il fallait comme élément pour en fin de compte arriver à quelque chose d'assez pur pour te faire ressentir un physique, quoi. Et d'ailleurs avec ce personnage qui a l'air d'avoir constamment un peu chaud, donc à un moment il y a Rei. Donc à un moment il y a Rei qui parle d'une anecdote de la première fois qu'ils se sont rencontrés à un tournoi quand ils étaient enfants, un tournoi de shogi. Et donc ils étaient tous les deux sous une espèce de canicule affreuse, et leur partie de jeu s'éternisait, et donc c'était vraiment très dur physiquement pour eux. Et donc pour te faire ressentir ça, vu que j'essaie de relier comme un peu avec ce que je disais, que ce manga a l'air constamment d'être plongé dans une espèce de lumière très englobante. Ici, donc avec cette canicule, l'autrice dessine les bordures des cases, mais en les effaçant en partie. Et donc je vais le montrer sur l'image à côté, mais donc c'est une manière de faire montrer que la chaleur passe et est étouffante et englobe encore plus les personnages qu'à l'accoutumée dans le manga avec la lumière. Que comme une feuille de papier devant une source de lumière très forte, on voit en partie à travers, et donc ça te montre vraiment la puissance de la chaleur, et c'est montré avec les bordures des cases. C'est vraiment rigolo, quoi. Et donc juste sur la page vis-à-vis, c'est mis toutefois, donc ça montre une contradiction par rapport au récit qu'on te donnait juste avant. Et donc ça te montre que Chuchio arrive à persévérer malgré cette chaleur, etc. Et là, tout à coup, on retrouve les bordures de cases noires qui redélimitent très fort la page, qui donc te montre le personnage qui arrive à s'isoler par rapport à la chaleur et à surmonter ça, et à se concentrer sur la partie. Et donc c'est assez chouette cette narration qui peut se lire pratiquement uniquement grâce aux bordures de cases. C'est toujours des petites prouesses comme ça à gauche à droite dans ce manga qui fait que c'est vraiment que c'est très cool et très agréable de se laisser conduire par l'autrice, quoi. Donc voilà, je serais assez curieux de continuer à lire ce manga parce qu'il me plaît beaucoup. Et c'est vrai que le slice of life, le tranche de vie, c'est un type de manga que je me suis mis à lire il y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un an je dirais,
Donc c'est via ma compagne qui elle a découvert qu'elle aimait bien ce genre de manga, et que donc quand on va fouiller dans des magasins de BD d'occasion, elle l'achète à la couverture ou au dessin, etc. Et donc elle va se tourner vers des types de dessins que moi, vers lesquels moi j'aurais pas été de prime abord attiré, quoi, comme par exemple le dessin de Chikao Mino. Donc toujours, ça fait toujours bien de se rappeler un peu que c'est quand même... la bande dessinée, c'est comme une œuvre complète au niveau de l'écriture, du dessin, que ça forme une narration globale, quoi. Et que donc s'arrêter au dessin dans une bande dessinée, c'est rarement une bonne idée, et donc c'est pas mal parfois de se challenger un peu, et de sortir un peu de ses goûts habituels, parce qu'on est surpris, et puis on découvre pourquoi est-ce que ce dessin, quelle est la beauté de ce dessin, qui a été donc conditionné et pensé pour de la bande dessinée, et qui fonctionne particulièrement bien dans ce cadre-là, quoi. On n'est pas dans la gravure, on n'est pas dans la peinture, on est vraiment dans du dessin de bande dessinée, complètement assumé, jusqu'au bout, encore une fois, avec ces fameuses pages où il y a presque rien comme dessin dessus, et quasiment juste du texte. Et donc voilà, j'aurais tendance à vous conseiller March Comes In Like a Lion, c'est un très chouette récit, j'espère qu'il durera pas trop longtemps non plus, et aussi le fait que... parce que sinon on s'éternise toujours dans des séries interminables, dans les mangas, c'est vraiment compliqué de tout suivre. Et donc en fait, le fait aussi que ce soit dans Big Kana, j'en me suis rendu compte vers la moitié de ma lecture du premier tome, et donc je me suis dit, oh mon dieu, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'affreux, etc. Comme Big Kana, c'est leur collection plus pour adultes. On s'est dit, il peut davantage tout se passer que si c'était juste la collection de base, quoi. Donc j'espère que... Enfin, on verra, donc ça te donne aussi une idée comme un Peggy 18, etc. De, tiens, tu te rends compte au milieu de ton récit, qu'est-ce qui va se passer, tu peux t'attendre à beaucoup plus de choses à ce coup, et directement les possibilités sont beaucoup plus énormes que si c'était classé pour tout public, quoi. Donc voilà, on peut passer à la prochaine vidéo.